Bonsoir, bienvenue dans votre journal de TLT. Actualité sociale très chargée à Toulouse. Aujourd'hui, commerçants, étudiants, avocats, personnels municipaux, enseignants avaient choisi ce jeudi 20 novembre pour faire entendre leur mécontentement. Cette fois c'est sûr, Midi-Pyrénées rejoint le Languedoc-Roussillon dans la nouvelle carte des régions. Enfin, 2 opéras anglais sont à l'affiche du Capitole jusqu'à la fin du mois. Ça y est, les bans sont publiés. Le mariage entre les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon aura bien lieu. La réforme territoriale a été votée la nuit passée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Un débat passionnel, une adoption laborieuse et finalement une carte à 13 régions pour 2016. Ce qui réjouit Martin Malvy, le président de Midi-Pyrénées, Jérôme Bolloc et Alain Sorat. Pour Martin Malvy, la confirmation de la fusion de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon n'est pas une surprise, elle était attendue. Le président de la région a toujours défendu ce regroupement. Il sait néanmoins que de nombreuses questions restent à régler. Passer d'une région qui a 8 départements, l'autre qui en a 5 à une région qui en a 13, passer de 2 organisations différentes à une organisation, le travail est devant nous. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Cette réforme ne pouvait être menée que comme elle a été menée. J'entends les critiques en disant qu'il fallait discuter longtemps pour trouver le bon modèle. Il n'y a pas de modèle idéal, il n'y a pas de carte idéale. Ça fait 50 ans que des cartes diverses ont été déposées sur la table. Après, on décide en France de donner aux régions des responsabilités nouvelles. Il faut qu'elles aient une force de frappe supérieure. La force de frappe, c'est quoi? Ce sont nos aéroports internationaux. Ce sont nos universités, ce sont nos centres de recherche, ce sont nos grandes filières économiques. Si le mariage entre les 2 régions a toujours été bien vu du côté de Midi-Pyrénées, les élus du Languedoc-Roussillon ont toujours eu des réticences. Si on veut que notre pays bouge, il ne faut pas, chaque fois qu'on annonce une réforme, commencer par la regretter. Nous sommes maintenant dans la phase qui nous conduit à la réalisation. Novembre 2015. Il reste un peu plus d'1 an avant des élections qui se dérouleront sur le périmètre de la nouvelle région, avec des listes qui seront des listes sur les 2 territoires, fusion. Il n'y a pas d'absorption d'une région par l'autre, il y a la création de nouveaux espaces. Je pense que c'est une bonne chose. Il faudra bien entendu travailler parce que ça ne se fera pas tout seul. Mon sentiment, c'est qu'il faudra 2 à 3 ans pour véritablement inscrire ces périmètres dans une gestion nouvelle. En s'additionnant dans une même entité, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, à qui il faudra d'ailleurs trouver un nom en commun, deviendra l'une des 10 plus grandes régions d'Europe. Banderoles et mégaphones étaient de sortie aujourd'hui dans la ville rose. Et pour commencer, c'est la journée d'école qui a été chamboulée. Chez les enseignantes de maternelle et primaire, 3 syndicats ont lancé un appel à la grève. Le SNUIPP-FSU, la CGT Éducation et Sud Éducation, qui dénoncent les conséquences du plan d'austérité du gouvernement sur l'éducation en Haute-Garonne et la nouvelle carte scolaire. Entre 200 et 250 manifestants se sont retrouvés devant le rectorat. Pascal Solaire et Alain Sorat. Enfants, parents, enseignants, tous aspirent à la réussite scolaire. Encore faut-il avoir les moyens d'y parvenir, à commencer par une dotation de postes d'enseignants suffisante pour réduire les effectifs dans les classes. Pour le SNUIPP-FSU 31, syndicat d'enseignants, le département est sous-doté malgré les 150 postes supplémentaires attribués cette année. Ces postes supplémentaires mais qui n'ont servi strictement qu'à ouvrir les classes à la mesure des besoins qu'il y avait sur le département, avec les seuils actuels. Sur Toulouse, Colomiers, sur d'autres communes, les écoles sont à 32 de moyenne. Sur des élémentaires, pour ouvrir une classe, il faut être à 27 de moyenne. Donc des classes à 30, des classes de petits à 25. C'est pas supportable. Mais on a un autre problème qui se greffe. C'est pas un problème, tant mieux. On a 3 collèges qui passent en éducation prioritaire cette année. Ce qui va faire qu'il y a des écoles aussi qui vont passer à l'éducation prioritaire. Il va falloir des postes pour ces écoles, des postes supplémentaires, puisque les seuils d'effectifs ne sont pas les mêmes dans les écoles d'éducation prioritaire
et dans les écoles qui ne le sont pas. C'est bien la nouvelle carte scolaire de l'éducation prioritaire qui pose problème. Elle sera annoncée le mois prochain par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Si de nouveaux établissements entreront dans le dispositif, d'autres en sortiront. C'est le cas de l'école Littré à Saint-Martin-du-Touche et de 5 écoles à Ampalo. Dans ce quartier dit sensible, 600 élèves sont concernés. Enseignants et parents veulent rester dans le dispositif pour un meilleur suivi. On a beaucoup d'élèves en difficulté qui ont besoin de moyens supplémentaires pour pouvoir qu'ils puissent faire une scolarité au collège en mixité. Puisque les collèges sont des collèges mixtes, ce n'est pas des collèges spécifiques à Ampalo. On a besoin de les aider au maximum pour qu'ils aient le même niveau que les autres. Si on rentre dans le dispositif national REP, c'est sur 4 ans. Donc on sait que sur 4 ans, on aura le moyen de travailler correctement avec les élèves et de stabiliser les équipes. Parce que c'est vrai que si on n'a pas de moyens, déjà il y a très peu d'enseignants qui demandent à travailler en Ampalo, mais là s'ils se retrouvent à 30 par classe, il n'y aura personne qui demandera. Et tous les enseignants travaillant depuis des années sur Ampalo, comme moi ça fait 10 ans, je ne reste pas en Ampalo l'année prochaine. Les parents envisagent de bloquer les écoles d'Ampalo la semaine prochaine pour que la rectrice de l'Académie de Toulouse maintienne le dispositif dans le quartier. Les avocats sont en grève depuis mardi et ce jusqu'à vendredi. Ils se sont réunis aujourd'hui en fin de matinée sur les marches du TGI avant de rallier la préfecture. Les raisons de leur colère, le projet de loi Macron sur les professions réglementées et les menaces qui pèsent sur l'aide juridictionnelle. On écoute Frédéric Douchet, le bâtonnier de Toulouse, au micro de Jean-Marc Lucas. Si M. Macron ne retire pas son projet, nous sommes capables, puisque nous sommes depuis 4 jours en grève, nous avons cessé d'assurer la défense, y compris dans le cadre des comparutions immédiates, des déferrements aux assises. Nous sommes prêts à faire une grève dure, sachez-le. Et parmi toutes ces grèves, une surprise, l'accès à l'université Jean Jaurès, anciennement le Mirail, est à nouveau libre, conformément aux vœux de son président Jean-Michel Minoves. Réunis en assemblée générale, les étudiants qui bloquaient leur fac ce matin ont finalement voté la suspension de leur action. Le mouvement est en revanche maintenu. Des AG et des blocages devraient avoir lieu prochainement. Au Mirail, comme dans les autres universités toulousaines et à Sciences Po. Des étudiants ont d'ailleurs battu le pavé ensemble, toutes structures confondues cet après-midi. Au cœur du mouvement, les frais de scolarité et le désengagement de l'État de l'enseignement supérieur. Les commerçants du faubourg Bonnefoy ont mené ce matin une opération quartier mort. Ils ont baissé le rideau de leur boutique, comme vous pouvez le voir, pour dénoncer l'insécurité dont ils se sentent régulièrement victimes. Malgré le plan anti-braquage mis en place par la ville, ils demandent des patrouilles plus régulières de la police pour éviter que la situation ne continue à se dégrader. Et puis les mouvements sociaux ne sont pas sans conséquences. Les commerçants s'inquiètent des retombées des dernières manifestations sur leur chiffre d'affaires. 2 samedis perdus pour eux à cause des mouvements anti-barrage de Sivins, un 3e probablement ce week-end. Ce matin, à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, ils ont demandé que désormais les itinéraires et les jours des cortèges soient modifiés. Jean-Marc Lucas. Les commerçants de Toulouse manifestent leur inquiétude face aux manifestations de ces 3 derniers samedis. Le droit de manifester est un droit inaliénable qui détermine notre démocratie et qu'il faut à tout prix préserver, défendre et valoriser. Ça, c'est une chose. Après, également, il est important, dans un contexte économique de plus en plus difficile, que l'ensemble des entreprises toulousaines puissent commercer parce que derrière, il y a un impact très fort en termes social sur l'activité des entreprises. Selon la taille des commerces, on estime les pertes entre 3 000 et 20 000 euros par samedi. Rien que le manque à gagner sur les 3 samedis correspond à marge nette à toutes les primes que nous pouvons donner à nos collaborateurs sur une année. Quand les gens ne viennent pas le samedi parce qu'ils savent que la ville va être infranchissable, je pense que certains restent sur leur canapé chez eux, mais d'autres vont aller ailleurs. Les manifestations sont toujours dans l'hyper-centre-ville. Donc je pense que là aussi, il faudrait faire preuve un peu d'innovation. Pour citer un exemple, à Paris, je ne vois pas de cortège déambuler, par exemple, sur les boulevards Haussmann ou sur les Champs-Élysées, qui sont des itinéraires à forte densité commerciale. Pour les commerçants, le samedi représente en moyenne 50% du chiffre d'affaires de la semaine. Un rideau fermé équivaut à une caisse vide. Ça arrive de la rentabilité, mais surtout, ça tue l'emploi. Et dans ce pays, on n'a pas besoin de tuer l'emploi. Ce qu'on demande, c'est une pause. L'ouverture des dimanches de décembre ne suffira pas à combler le manque à gagner de ces samedis noirs. Pour information, un commerçant réalise 1/3 de son chiffre d'affaires annuel en novembre et décembre.
Déjà 9 millions d'euros d'intention d'investissement en 2 jours pour racheter l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Hier, la société toulousaine WeSeed lançait une opération de financement participatif pour acquérir les parts cédées par l'État. Par ailleurs, le gouvernement vient de s'octroyer un délai d'1 mois supplémentaire avant d'annoncer l'identité du repreneur de l'aéroport. On passe au sport. 3 Toulousains seront dans les rangs du 15 de France samedi contre l'Argentine, à savoir Thierry Dussautoir, Johan Huget et finalement Maxime Médard. Yannick Nyanga sera sur le banc des remplaçants. Quant à Johan Maestri, il cède sa place de remplaçant pour cause de grippe, remplacé par Sébastien Vahamaina qui joue cette année sous les couleurs auvergnates. En volley, les Spacers se sont qualifiés en Coupe d'Europe. Ils ont gagné hier le match retour contre les Tchèques du Dukla Liberec 3-7-0. Et puis, qui dit 3e jeudi du mois de novembre, dit Beaujolais ou Gaillac primeur. Arrivé hier à minuit, c'est surtout ce soir qu'il devrait couler. 20 primeurs qui ne nécessitent que 2 mois de macération. Il est mis sur le marché très rapidement après la récolte. Le cru 2014 est donc à découvrir avec modération, évidemment. On termine en musique. 2 courts opéras de Benjamin Britten sont à l'affiche du théâtre du Capitole jusqu'à vendredi prochain, le 28. Owen Wingrave et le Tour d'écrou mêlent drames familiaux et phénomènes surnaturels dans l'Angleterre victorienne. Greg Lamazer. Dans l'Angleterre victorienne, un mélange de drame de famille et de poltergeist. Les grandes questions en tout cas. La société, la famille, l'armée sont-elles des repoussoirs et des étouffoirs? Non aux chaînes et non à l'obéissance qui mène au meurtre et à la mort pour le jeune héritier d'ancêtres valeureux, Owen Wingrave, qui ne veut pas faire la guerre ni affronter les esprits. Et dans le Tour d'écrou, voici l'enfant innocent tiraillé entre la voix de la famille et celle d'une forme de liberté incarnée dans le troublant Peter Quint. L'enfant est accusé du vol d'une lettre. Une autre pièce d'après Henry James. En tout cas, c'est passionnant à voir et à écouter. C'est d'aujourd'hui ou pas loin. Nous y sommes. Je n'étais pas convaincu de cette interprétation qui dit c'est tout sur la pédophilie et avec les enfants et Britten. Parce qu'enfin, Britten n'a jamais écrit une figure dehors de la société qui est seulement méchant. C'est un peu comme Grimes, c'est toujours les gens malentendus. Et je voulais faire une narration qui donne la possibilité de voir les choses comme ça, mais pas seulement de dire bon, on a ce méchante figure Peter Quint et tout le monde combattre contre lui. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 19h avec François Guinle. Je vous souhaite une excellente soirée.